Bonsoir, merci. Alors, bon, sans surprise, hein, je suis venu avec mon accessoire de scène qui me quitte peu. C'est un peu mon doudou, mon porte-bonheur et le fil rouge de ma vie. Vous parlez longuement de mon sport, de ma passion. Je vous avoue que d'emblée, je suis un petit peu gêné, un petit peu confus par cet accueil extrêmement chaleureux. Pourtant, la troisième mi-temps n'a pas commencé, mais manifestement, tout le monde n'a pas les yeux en face des trous. Et vous accueillez chaleureusement quelqu'un qui a réussi la performance de perdre 2 finales de Coupe du Monde. Alors, bon, beaucoup appelleraient ça un loser quand même. Alors, je sais pas, j'imagine que ce n'est pas un manque d'ambition hein, pour le CERA et pour vous tous, mais peut-être un problème de casting. Didier Deschamps n'était pas disponible parce que lui, bon, je le dis avec beaucoup de respect, hein, mais l'enfoiré, il les a gagnés ces 2 finales, même si on sait tous qu'il a perdu la dernière, évidemment. Ou alors il fallait patienter quelques semaines et recevoir Fabien Galtier, Raphaël Ibanez, William Servat, qui, on l'espère, à moins, vous le savez certainement, à moins d'habiter sur une autre planète, la France organise sa Coupe du Monde et on a en lice une équipe de France merveilleuse. Voilà, donc je vais parler longuement de mon sport, j'en parle avec passion, sans trop d'objectivité, parce que voilà, c'est l'histoire de ma vie. Alors le titre, hein, un modèle pour l'entreprise, pour des collectivités, avec un point d'interrogation, ça vous jugerez. Moi je trouve que c'est un sport à part. Peut-être que certains ou certaines parmi vous considèrent que c'est un sport de cinglés, d'abrutis, où les mecs se foutent sur la gueule, où on n'y comprend pas grand-chose. Bon, il y a de ça, hein, c'est un sport de combat collectif. Bon, l'avantage pour vous, c'est qu'en général, quand quelqu'un débarque avec un ballon de rugby et tient ce qu'on appelle un briefing d'avant-match, derrière, il y a le match quand même, 80 minutes. Et je reconnais que ça pique un petit peu, 80 minutes de rugby. Là, l'avantage, c'est que vous allez passer directement à la troisième mi-temps. Donc, c'est tout confort. Et puis, je suis nettement moins stressé qu'il fut un temps. Et je répondrai le plus poliment du monde à vos questions, s'il y en a, pendant ma prise de parole. Alors, voilà, je me considère aussi comme un privilégié par la vie, justement, d'avoir pu grandir à travers mon sport dès le plus jeune âge, d'avoir accompli un parcours, j'en parlerai, que je n'imaginais même pas, dont je ne rêvais absolument pas, d'avoir vécu la transition du rugby amateur au rugby professionnel, dans une autre vie d'être devenu entraîneur, puis sélectionneur. Aujourd'hui, j'ai le sentiment d'exercer le métier le plus cool du monde. Dès le moment où on aime le rugby, je suis quand même payé par Canal+ pour commenter des matchs de rugby. Reconnaissez que c'est quand même assez sympa. Et puis, je me fais l'effet d'être une sorte de missionnaire qui vient prêcher la bonne parole de ce sport, montrer comment on peut s'en inspirer. Alors, je disais sport de contraste, le rugby pour le moins, sur pas mal de sujets. Bon, le premier d'entre eux, hein, c'est que, vous le savez certainement, le rugby a été inventé par nos amis les Anglais, que sur le coup on peut qualifier aisément de champion d'une forme d'humour absurde, et c'est vrai qu'il fallait être doté d'une bonne dose de cynisme, voire d'ironie, pour penser à un concept au cours duquel il faut avancer, j'ai envie de dire coûte que coûte, et pour ça passe vers l'arrière. À la base, ça partait déjà mal. Je l'évoquais aussi, pour beaucoup, le rugby, c'est 80 minutes de combat où les mecs se foutent sur la gueule, se battent comme des chiffonniers, et puis va comprendre, à la fin du match, ils tombent dans les bras les uns des autres, s'embrassent, et souvent vont boire des canons ensemble jusqu'au bout de la nuit. C'est quand même assez improbable comme pratique. C'est un sport où, contrairement aux apparences aussi, la règle est nombreuse, les règles, et qu'il y a une nécessité pour les acteurs de la connaître déjà d'une part, de la respecter, même si en permanence on est dans une tentation d'une forme de digression, et les joueurs acceptent malgré tout avec ce que j'appelle de la noblesse, une forme de code d'honneur, les décisions très souvent farfelues, incompréhensibles de l'arbitre, qui, quand c'est pas un Anglais, c'est un cousin écossais ou un cousin du Sud australien, et nous, petits Français, petits Latins, on se sent quelque peu brimés, mais il y a quand même cette dimension d'exemplarité qui est fondamentale dans ce sport, malgré les enjeux. Et puis j'ai envie de citer un grand peintre très célèbre qui nous a quittés il y a presque un an. Il aurait eu 104 ans, je crois, le 28 octobre, jour de la finale. Le centenaire Pierre Soulages, hein, maître du noir-lumière, lui-même issu d'une terre de rugby, hein, Rodez, dans l'Aveyron. Pierre Soulages adorait le rugby, mais il disait, pour toutes ces raisons, ce sport est complètement absurde. Et comble de l'absurdité, ils vous font jouer avec un ballon ovale. Et il disait en même temps, c'est absurde, mais c'est aussi génial, parce que ce sport, c'est s'appuyer sur des procès, sur des fondamentaux, sur une histoire,
territoire, sur de la rigueur, sur une codification du jeu, sur un savoir-faire, sur des compétences, la complémentarité des hommes, et en même temps, c'est gérer en permanence les aléas capricieux du ballon, les rebonds capricieux du ballon, et on est, vous et moi, vous le savez, soumis à un monde qui change, et je crois que, je l'évoquais tout à l'heure, ce sport a gardé sa dimension quelque part universitaire, que quelque part rien ne change, les fondamentaux sont toujours les mêmes, mais il y a cette intelligence de s'adapter en permanence dans les modifications de règles, dans voilà, cette vie, ce monde qui nous bouscule un peu, et donc à ce titre, une forme de parallèle qui me paraît pertinent, voilà, et à ce titre, justement, un modèle en termes d'organisation, modèle en termes de socle de valeurs communes, de sentiment d'appartenance, d'engagement, d'excellence, de compétition, modèle pédagogique aussi, dans la façon dont l'entraîneur partage quelque part la responsabilité avec ses joueurs, et ça, c'est, me semble-t-il, unique, parce que le rugby, objectivement, bien sûr, c'est un sport de combat collectif, mais d'une certaine manière, c'est un contraire à la loi du plus fort. Le rugby, c'est créer les conditions de l'adversité pour obliger les hommes à se fédérer, rien de moins, et donc du coup, on a un besoin presque désespéré de l'autre, quoi. Donc ça prône vraiment ces valeurs d'engagement, on parle de fraternité, de solidarité. Et voilà, une autre de mes particularités, c'est que contrairement à beaucoup de jeunes enfants aujourd'hui qui rêvent légitimement d'être les futurs Antoine Dupont du ballon ovale ou les futurs Kylian Mbappé du ballon rond, moi, pas du tout. Moi, gamin, j'étais petit, timide, limite très introverti, je doutais de moi. Je n'avais aucune ambition et mon seul kiff quelque part c'était jouer avec mes potes d'Argelès-sur-Mer sur le terrain. Et puis voilà, on est tous, vous êtes tous issus d'un contexte familial, de rencontres, de gens qui nous ont sollicités, qui nous ont fait confiance, de notre travail aussi, de notre collaboration, de notre engagement. Et fort de ce contexte vertueux, quelque part, j'arrive à gravir les échelons pour arriver au plus haut niveau national. Et là, un grand monsieur du rugby, Bernard Lapassé, qui nous a quittés il y a quelques mois, immense dirigeant du rugby français, immense dirigeant du rugby mondial aussi, et puis il a été le grand acteur de l'arrivée du rugby aux Jeux Olympiques à travers le rugby à 7. Cet homme m'appelle un jour, c'est début 2007, enfin c'est courant 2007, la Coupe du Monde en France a démarré, l'équipe de France est menée par Bernard Laporte, et Bernard m'appelle et me dit « Marc, je souhaiterais que tu succèdes à Bernard Laporte en tant que sélectionneur ». Et spontanément, vous pouvez l'imaginer, je dis « mais hors de question, même pas en rêve, Bernard, malgré tout le respect que j'ai pour toi, je raccroche dans la seconde, je n'ai même pas envie d'aborder le sujet, je ne me sens pas capable. Il y a 5 ans, j'étais joueur, je m'étais promis de jamais entraîner, jamais entraîner. Là, tu me demandes d'être sélectionneur, beaucoup sont beaucoup plus compétents que moi, ont l'ambition de l'être. Je n'avais absolument pas cette ambition-là. Je me sentais engagé contractuellement, humainement, sportivement avec ce club de Dax. Et donc je refuse, et puis comme souvent, cet homme a su me faire confiance, mais me donner confiance aussi, me témoigner de son engagement à ses côtés. Mon entourage m'a dit « Marc, voilà, tu ne peux pas refuser cette mission ». Et alors, si j'avais su à l'avance les 4 ans d'emmerde et de critiques que j'allais vivre en tant que sélectionneur, je peux vous assurer que je serais certainement parti en courant. Mais en même temps, si j'avais pu connaître ces émotions, ces moments compliqués, de grâce parfois, mais autrement difficiles, où j'ai beaucoup appris sur moi et sur les autres, cette aventure quelque part vraiment assez extraordinaire, bien sûr, je re-signerai dès demain. Une équipe de rugby, c'est 15 individus, tous très différents, je dirais même immensément différents. Il n'y a pas un sport où il y a autant de différences sur un terrain de rugby, et en même temps très complémentaires. Ces gens-là partent d'un endroit et se promettent d'arriver ensemble à un autre endroit. Ça, c'est la vie, et c'est votre quotidien aussi. Avec, je le disais, très différent. À l'époque du rugby amateur, on louait justement le rugby parce qu'on disait ce sport permet aux cadres, aux chefs d'entreprise, à l'agriculteur, à l'artisan, à l'étudiant d'amener leur pierre à l'édifice. On a besoin sur des profils morphologiques du gros ou du costaud qui va nous amener sa puissance, mais on sait qu'il va être en difficulté dès le moment où va s'accélérer. On a besoin du grand, du double mètre qui va nous choper les ballons dans les airs, mais peut-être qu'il sera un peu maladroit, du rapide, du puissant, du petit, vif, malin. Peut-être qu'il n'est pas très courageux, ce petit, vif et malin. Mais en même temps, on va l'aimer, on va le protéger. Et donc, je le disais, un sport de fusion sur ces différences. On a besoin de sensibilité, différence, de rigoureux, de créatif, de pénible même aussi, qui nous bouscule en tant que leader, en tant que chef, qui nous oblige à nous remettre en question. Et je peux vous dire qu'aujourd'hui, à l'échelle du rugby professionnel, en top 14 par exemple, un pilier sud-africain qui côtoie un ailier fidjien, ils ne viennent pas de 2 pays différents, ils viennent de 2 galaxies différentes. Tous les dissocient quelque part. Leur fonction sur le terrain, leur origine, leur culture, leur sensibilité, et en même temps
ces gens-là convaincus qu'il faut y aller ensemble. Et avancer coûte que coûte, donc pour réaliser nos objectifs, et face à eux, il y a ce que j'appelle la ligne de front. Dans la métaphore, c'est quelque part, c'est 15 individus face à nous qui nous barrent la route. Et il faut affronter cette adversité quelque part. Et donc, notre volonté commune de se dire, on a besoin de tout le monde, on va y aller ensemble, on a des qualités, on a du talent, on a un savoir-faire, mais face à nous, ça ne va pas être simple. Prendre la mesure de cette difficulté. Avec ce concept aussi tordu à la base, avancer, faire des passes vers l'arrière. Pas simple. Et en même temps, ça génère 3 conséquences qui sont pour moi fondamentales et éminemment essentiel. À savoir que le porteur de balle sur un terrain de rugby, mais ça va vous parler aussi dans votre quotidien, quelle que soit sa fonction, son âge, son expérience, y compris même son talent, le porteur de balle a la responsabilité du jeu. Il prend une initiative qu'il porte et d'une, il doit faire preuve de courage. Parce que tout simplement, vu que ses 14 coéquipiers sont derrière lui, il est seul face à 15 mecs quand même qui veulent sa peau, au sens premier du terme. Donc courage, prise d'initiative. La deuxième conséquence de ce concept, c'est la notion de confiance. Quel que soit le choix du porteur de balle, évidemment que sur un terrain de rugby ou dans votre quotidien, dans le cadre d'une entreprise, idéalement, le propre du haut niveau, c'est se tromper le moins souvent possible. Mais même si le choix il est moyen, voire pourri, voire médiocre, s'il est validé par le collectif, s'il y a la confiance, on garde la possession du ballon, on continue, on entretient la dynamique, et puis après, bien sûr, on se dit les choses, on débriefe sur le pourquoi du comment, les conséquences de ce choix. Donc, courage, confiance, et la troisième notion, c'est la notion de transmission. C'est la passe. Là aussi, une dimension presque philosophique de se dire, j'offre la responsabilité du jeu à un partenaire mieux placé que soi, mieux placé que moi. Et dans votre quotidien, bien sûr, vous ne jouez pas au rugby, mais d'un service à l'autre, d'un individu à l'autre, il y a cette nécessité d'une notion d'excellence dès le moment où on touche le ballon, où on est acteur, et chacun à un moment va être un acteur essentiel de l'entreprise ou de l'équipe, et en même temps cette notion de transmission, de se dire je te confie la responsabilité du jeu. Et donc une passe de bonne qualité, bien sûr, et là aussi une dimension philosophique qui dit que quelque part on se sacrifie, on s'expose pour offrir la lumière à son coéquipier, quoi. Et bien sûr qu'il n'est pas interdit de rêver à un destin, à une trajectoire, à des victoires personnelles, que ça nous remplit, une réussite sociale, tout ça, mais reconnaissez avec moi que cette symbolique de se dire on se bat pour les autres, on offre la responsabilité du jeu à l'autre de briller, ça génère quelque chose, une dynamique évidemment qui est extrêmement importante. Alors, pour illustrer un petit peu cette métaphore d'un collectif qui gagne le ballon, d'une part, qui prend des initiatives, qui avance, ces mots, ces verbes, CRA, comprendre, échanger, réfléchir, anticiper. Je ne sais pas si le rugby est un modèle, mais en tout cas, il me semble que ce sport illustre bien ces mots-là, et beaucoup d'autres aussi, encore une fois, ce sentiment d'appartenance, ces valeurs. Oui, je l'ai évoqué, je l'ai mentionné tout à l'heure, la relation quelque part avec ce qu'on peut appeler un N+1 quelque part, donc pour un entraîneur ou pour un sélectionneur, son président, mais on peut penser, il y a aussi un comité directeur, le rugby il est très structuré et j'ai envie de dire que plus on monte en grade, mais je pense que c'est déclinable aussi quel que soit le contexte, plus quelque part on porte une responsabilité, plus les enjeux sont importants et plus on est soumis à des pressions, plus on doit rendre des comptes d'une certaine manière et donc, il faut trouver là aussi le bon chemin, nourrir cette relation avec ses supérieurs, avec ce que j'appréhendais, cette dimension politico-médiatique de la fonction, elle est essentielle, quoi. Il y a un moment, on prend le costume, me dire que j'aime pas les médias, c'est complètement inutile. Donc j'ai été à la fois, par exemple, moi, pour parler du rapport aux médias, extrêmement critiqué, et en même temps j'avais beaucoup d'amis, j'ai essayé de tirer les fils, même si c'est pas l'essentiel de mon projet. Mon projet, c'est faire en sorte que l'équipe de France soit compétitive, bien sûr, mais bon, évidemment, la bulle médiatique fait qu'à l'échelle du très haut niveau, ça peut être une contrainte, et donc trouver ces leviers-là, et de la même manière, l'univers quelque part politique du rugby, créer du lien, discuter, échanger, défendre son projet, se battre pour demander plus de moyens pour ses joueurs, pour son staff, rendre compte en permanence, c'est omniprésent. Donc c'est une charge managériale qui est, on voit l'essentiel, voilà, à savoir le management des joueurs, mais il y a tout cet environnement-là, évidemment, qui est complexe, mais qui est très présent, quel que soit là aussi justement le contexte. Et j'ai eu cette chance-là de construire, peut-être parce que le fait que j'ai pas d'ambition personnelle, peut-être, m'a aidé dans cette mission-là, à savoir que, clairement, même si j'ai dû faire des dizaines de choix hasardeux, voire pourris, quand j'étais critiqué, je considère que
ce qu'on peut appeler une forme de courage managérial m'a quand même assez animé là-dessus, dans la volonté de défendre mon groupe. Malgré eux, j'aurais préféré avoir une relation plus saine, plus fluide avec eux. J'étais un très jeune sélectionneur. J'ai eu la charge aussi de sélectionner et d'entraîner des joueurs avec qui j'avais joué. Les parcours ne sont pas toujours linéaires. Quand vous vivez une Coupe du Monde avec ce cumulte d'émotions, de contrastes et tout ça, évidemment, ma sensibilité en tant que sélectionneur, c'est pas la même qu'un membre lambda du staff, que le capitaine ou qu'un joueur. L'essentiel, j'ai envie de dire que 10 ans plus tard, il reste ces émotions. Donc il y a cette appréhension, encore une fois, du contexte qui est fondamentale. J'ai eu beaucoup de chance, en tout cas, de nourrir des relations extrêmement riches avec les gens qui m'ont dirigé. Alors heureusement que la Coupe du Monde, elle arrive à la fin de ce cycle de 4 ans, même si j'étais un sélectionneur jeune. J'ai eu 4 ans quand même, je le disais, pour prendre le costume, m'adapter à cet environnement-là. Et effectivement, j'ai été très exposé, très critiqué. Je m'étais rendu compte, et je l'ai dit aussi, je l'ai évoqué, que déjà en tant que joueur, je me suis rendu compte que déjà j'aimais le combat, que j'étais plutôt un joueur besogneux et que donc quelque part c'est ma persévérance qui m'avait fait arriver au plus haut niveau, mon goût pour le combat, une capacité à m'adapter, à me remettre en question, et quelque part ce doute qui m'avait toujours animé avait été aussi mon moteur. Et donc ça a continué à l'être une fois que j'ai pris ces responsabilités-là, que j'ai beaucoup appris sur moi-même. Et on apprend aussi à se connaître aussi. Et il est bien sûr essentiel de connaître ses joueurs, ses collaborateurs, pour, je le disais, actionner les leviers, essayer de comprendre, créer des émulations, motiver, tirer le meilleur des uns et des autres. Mais évidemment qu'il est essentiel, je crois, de bien se connaître et se connaître aussi dans les moments compliqués particulièrement. Et chacun, je pense aussi, sait aussi avec un peu d'expérience ce qui lui convient ou pas. Alors moi, le sport à titre personnel a toujours été un de mes moteurs. J'ai besoin de me défouler. Donc il m'est arrivé, je dormais très peu les phases finales de la Coupe du Monde, mais à Auckland, à 3 h du matin, d'avoir des insomnies et d'aller faire un footing, et je me sentais mieux. La lecture a longtemps été une forme d'échappatoire pour moi, parce que même si j'ai vécu dans un monde, un univers toujours très collectif et né d'une famille nombreuse, évidemment, il y avait beaucoup autour de moi, le rugby omniprésent, les copains, j'ai toujours eu besoin de m'échapper à travers la lecture. Mais c'est vrai qu'en tant que sélectionneur, j'avais du mal à lire. Et je dirais que certains aussi, dans les moments de stress, ils ont besoin d'échanger. Il y a un temps pour l'échange, le partage avec des gens qui m'ont inspiré, des gens au sein de mon staff, des confidents, une forme de garde rapprochée qu'il est incontournable d'avoir. Je crois qu'on fait ça, une forme de sensibilité, qu'en fonction des moments, on a besoin de certaines personnes. Donc j'ai cette chance-là d'avoir déjà mes frères, qui sont mes amis pour la vie. C'est cette chance exceptionnelle, cette richesse d'avoir mes frères et sœurs. Mais au-delà de ça, des gens comme François Pelletier que tu as cité, qui était une forme de conseillers de bienveillance, des experts aussi où on cherche à s'enrichir, donc des gens comme Claude Nesta, notamment, bien sûr, sa spécialité c'était le hand, mais c'était une forme de père spirituel, donc ponctuellement on échangeait beaucoup parce qu'il aime le rugby, donc ça c'est intéressant. Et à titre personnel, je sais que pour bien me connaître au bout d'un moment, j'ai besoin de m'autoriser ce que j'appelle une forme de mini-dépression, à savoir je broie du noir, je dis je veux voir personne une soirée, je passe une soirée de merde, je gamberge, je suis tout seul, j'ai besoin de me punir d'une certaine manière en m'isolant socialement. Et je sais d'expérience que le lendemain matin, la nuit, même si elle a été courte, je vais repartir d'un bon pied, je vais me retrouver plein d'énergie. Donc voilà, apprendre à se connaître, c'est aussi trouver un petit peu les bons leviers pour les autres, bien sûr, mais aussi pour soi, je crois, et c'est fondamental. Mais on en revient toujours à la même chose aussi. Même si on porte le projet, la nécessité de faire confiance, même si parfois ça a un coût, c'est tellement plus enrichissant quelque part de pouvoir s'appuyer sur les autres, quoi. Mais certaines fois, justement, quand on n'a pas confiance en soi, mais je pense que c'est arrivé à d'autres personnes, ce sont les gens qui nous font grandir et qui nous témoignent de leur confiance. C'est ça qui est important, encore une fois. C'est toujours le rapport aux autres. C'est mon parcours qui a voulu ça. D'autres qui ont plus... quelles compétences, vous l'avez certainement compris, le goût de la compétition malgré tout, de ne pas lâcher, une forme de combativité, je ne sais pas si c'est une qualité, mais... L'exemplarité. Peut-être, en tant qu'aîné, quelque part, j'étais forcément déjà un petit chef d'équipe à 12 ans, donc une dimension d'exemplarité, même si je n'ai pas été parfait tout le temps, évidemment. Mais
Et je ne sais pas si c'est une qualité. Je déteste perdre. Il ne dira pas l'humilité non plus. Je plus. déteste perdre et du coup, je me suis rendu compte que n'importe quelle situation d'entraînement sur le terrain, je la joue pour gagner. Même s'il y a peu d'enjeux. J'ai jamais joué à des paris, jamais misé de l'argent parce que moi, jouer, m'engager dans un truc, que ce soit une partie de pétanque, une compétition, aujourd'hui de la randonnée, ou autre chose, je fais tout pour... Et en plus, je le disais, je ne suis pas quelqu'un de doué à la base. Donc j'ai beaucoup perdu quand même. Donc on apprend à perdre aussi, on apprend à gérer ses frustrations et en même temps à essayer de tirer le meilleur de ses qualités. J'en avais moins que beaucoup d'autres, très certainement. Donc c'est peut-être ça aussi mes qualités. Et puis bon, je suis endurant. Après, bon, des qualités certainement athlétiques aussi. Hein. Des rencontres aussi. J'ai le souvenir d'un entraîneur à 22, 23 ans où je ne crois pas encore en moi, mais je joue déjà au plus haut niveau. Et sauf que comme je suis assez léger pour un joueur de troisième ligne, je faisais 1m80, enfin 1m82 et au maximum j'étais à 90-92 kg. Donc tous mes adversaires à mon poste étaient 10-15 cm, 20 kg de plus que moi. Et donc on voulait me faire jouer 3/4 centre. Et j'aurais pas eu la carrière d'international si j'avais joué 3/4 centre. J'étais pas assez doué techniquement. Et j'ai un grand monsieur, un entraîneur qui m'a dit: Marc, le rugby va évoluer. Tu as tes qualités, tu vas devoir t'adapter à ton poste avec moins d'atouts athlétiques, mais c'est à ce poste de troisième ligne là. Donc encore une fois, c'est ces gens-là qui m'ont... Et là, aujourd'hui, bon, mon père que j'ai perdu, j'aime l'idée aussi de me dire que cette confiance que m'ont donné certaines personnes marquantes de ma vie, mon père en premier lieu et d'autres, que je marche encore aujourd'hui, bon, peut-être que certains, en vieillissant, voilà, on se retourne un peu plus vers le passé, et j'ai le sentiment que cette responsabilité ou cette confiance qu'ils m'ont donnée, je leur suis encore redevable, et je marche aujourd'hui encore en ayant le sentiment de voir leur regard bienveillant et leur confiance qui m'accompagnent, même s'ils ne sont plus là aujourd'hui.